Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Économie et management de l'entreprise. Jos Roussel. Économie et management de l'entreprise. L'Harmattan. Du même auteur, Vers l'entreprise numérique, Wallino éditeur. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-56-094-9. EAN 9 782 296 560 949. Introduction. L'entreprise est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Elle est devenue, notamment au travers du développement du salariat, l'un des principaux vecteurs de socialisation. De nombreux individus nouent des liens sociaux forts grâce au travail salarié réalisé au sein de l'entreprise. Nous en sommes à ce point conscients que nous qualifions d'exclusion une situation caractérisée par une absence prolongée d'emploi. La non-insertion professionnelle est désormais synonyme de non-insertion sociale, et par voie de conséquence d'exclusion. Ainsi, être exclu de l'univers du travail et du monde de l'entreprise crée de la souffrance. Pour autant, le travail salarié aujourd'hui est de plus en plus mal vécu. Les craintes sur la pérennité de l'emploi s'accumulent à une époque où les délocalisations font florès et les contrats à durée indéterminée, CDI, deviennent de plus en plus rares pour les demandeurs d'emploi. Flexibilité pour les uns, précarité pour les autres. Voilà bien une nouvelle ligne de fracture entre l'entreprise et les salariés. À cela s'ajoutent les contraintes permanentes imposées par un environnement concurrentiel chaque jour plus exigeant. L'entreprise n'est-elle pas alors le terrain privilégié de nouvelles formes d'aliénation et de nouvelles souffrances ? L'aliénation du travailleur pauvre peu ou mal qualifié, diplômé de formation non professionnalisante dont la valeur sur le marché du travail est faible, est somme toute assez proche de celle observée par des économistes comme Marx au sujet du prolétariat. Le travailleur pauvre ne dispose pas d'un capital social conséquent, réseau de relations, carnet d'adresses, et la valeur des services qu'il vend sur le marché du travail est faible. Son travail ne lui permet que de s'assurer une vie assez précaire sans réelle perspective d'ascension sociale et ce en dépit d'un système de protection sociale, certes généreux, mais de moins en moins efficace et qui plus est, confronté à une crise de financement sans précédent. L'aliénation du travailleur hautement qualifié est plus surprenante. Ces salariés, très bien formés et bénéficiant de rémunérations très élevées, sont soumis à une pression incessante de la part de l'entreprise afin de fournir de meilleures performances. La conséquence de cette course-poursuite sans fin vers l'excellence est à la fois simple et dramatique. Le temps de travail dévore à ce point le temps de vie qu'elle se résume au travail. Certes, il s'agit d'un travail socialement valorisé et particulièrement rémunérateur. Le jeu en vaut-il la chandelle ? C'est une question que doivent se poser ceux d'entre ces salariés haut de gamme qui, en perdant leur travail, en viennent presque à perdre la vie. Sans ce travail, source de fierté, valorisant et rémunérateur, la vie semble se vider de sa substance et se recroqueviller pour finir dans une dépression ou plus grave encore. Pour ces salariés-là, au demeurant assez nombreux dans les métiers des services à forte valeur ajoutée, conseil, finance, publicité, communication, etc., le travail peut, à l'instar d'une drogue puissante, créer une dépendance d'une force à laquelle il n'est plus possible de résister. Ce type de travail, qui apporte, au-delà d'un niveau de vie très élevé, un prestige social gratifiant, ne peut pas se consommer avec modération, même si les conséquences sont très souvent douloureuses pour les intéressés. Bien sûr, on ne saurait réduire le travail et par la même occasion l'entreprise à de la souffrance. La firme est aussi, et sans doute surtout, une structure économique en pleine mutation, à la fois irriguée par les innovations qui l'entourent et porteuse d'avancées tant technologiques que managériales. Elle donne aux individus qu'elle emploie l'opportunité de s'épanouir et de s'accomplir. À ce titre, le management joue un rôle crucial pour faire de l'entreprise une organisation au sein de laquelle la recherche de la performance se conjugue à l'épanouissement des salariés.
L'entreprise est ainsi le fer de lance de l'économie de marché, moteur du progrès et instrument privilégié de la création de richesses. Notre ouvrage a pour objet de mieux cerner ce que recouvrent les notions d'entreprise et de management aujourd'hui. Nous l'avons construit autour de 3 grandes parties. La première a pour objet de mettre en lumière les différentes facettes de la firme en tant qu'organisation et les enjeux managériaux qu'elle revêtent. Les notions d'entreprise et d'organisation seront définies de manière rigoureuse afin d'éliminer le flou qui les entoure. Une attention toute particulière sera portée aux structures organisationnelles ainsi qu'aux nouvelles formes d'organisation. La firme est en effet traversée par de multiples innovations qui portent notamment sur son organisation. L'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, ne fait que le confirmer en contribuant au développement d'un nouveau management, le E-Management 1. Le management des principales fonctions de l'entreprise est présenté dans la seconde partie, fonctions commerciales, fonctions production et logistique, fonctions ressources humaines, fonctions comptables et financières. Nous insisterons tant sur les champs qu'elles recouvrent, que sur les missions qu'elles sont censées accomplir au sein de l'entreprise. La troisième partie analyse le comportement stratégique de l'entreprise, en mettant notamment l'accent sur l'environnement concurrentiel. L'analyse de la concurrence est incontestablement au cœur des problématiques stratégiques contemporaines. Des outils d'analyse de la concurrence et plus généralement, une méthodologie du diagnostic stratégique seront présentés. Notre ouvrage recourt essentiellement à la méthodologie économique pour traiter des questions que pose le management de l'entreprise aujourd'hui. Cette approche économique, de plus en plus utilisée pour analyser les phénomènes sociaux ne relevant pas directement du marché, mariage, criminalité, comportement électoral, etc., n'est pas exempte de critiques. Cependant, sa rigueur et la richesse de ses développements analytiques en font un outil d'interprétation des phénomènes sociaux en général, et de l'entreprise en particulier de tout premier plan. Sur ce point, voir J. Roussel, vers l'entreprise numérique Gualino éditeur 2004. Première partie entreprise, organisation et management. Chapitre 1. Notion d'entreprise et d'organisation. Qu'est-ce qu'une entreprise? En quoi est-elle une organisation? Comment la différencier des autres formes d'organisation sociale? Une entreprise est tout à la fois une unité de production, d'échange et de répartition. Mais elle est aussi une forme d'organisation sociale et juridique et constitue, à ce titre, un agent de socialisation et d'intégration sociale. En fait, c'est une réalité complexe, présentant plusieurs dimensions, d'où une multiplicité de définitions, d'approches, techniques, économiques, sociales, chacune d'entre elles mettant l'accent sur l'une de ces facettes. Nous allons évoquer ces différents aspects, en essayant de tenir compte des évolutions actuelles du monde des entreprises et du travail. 1. L'entreprise en tant qu'unité de production. C'est une fonction de l'entreprise qui semble aller de soi. Mais qu'est-ce que produire? Qu'est-ce qu'une production? Ne produit-on que dans une entreprise? Quelle est ou quelles sont les logiques à l'œuvre dans le processus de production? I1. La production, une présentation formelle. Pour procéder à une présentation formelle de la production, nous devons nous appuyer sur la notion de fonction de production. Dès lors, comment pouvons-nous la définir? Une fonction de production est une relation technologique entre les quantités Q de biens produits par une entreprise et les quantités Y1, Y2, Yn des différents facteurs de production utilisés à cet effet. La fonction de production peut ainsi s'exprimer de la manière suivante, Q égale Fy1, Y2, Yn. Cette représentation a 3 implications importantes. Les quantités Q, Y1, Y2, Yn sont mesurées en unités physiques. Tous les phénomènes qui expliquent Q soient considérés comme des facteurs de production, ce qui signifie que l'environnement, demande et concurrence est négligé. Tous les facteurs de production doivent être mesurés. Ce faisant, il est indispensable de spécifier une période, mois, trimestre, année pour procéder à la mesure. C'est ainsi que la production ne peut se concevoir que dans la durée. Si l'on considère une entreprise à un instant donné, il ne saurait y avoir de production en tant que telle.
I2. La notion de production aujourd'hui. Produire, au sens économique, c'est transformer des ressources pour créer des biens et des services. L'entreprise est en général présentée comme étant le lieu de cette transformation. Cette définition appelle quelques commentaires. La production est une transformation de ce qui existe déjà. Des matières premières sont transformées grâce à des facteurs de production comme le travail et le capital, en des produits semi-finis. Ces produits semi-finis sont assemblés en un produit final, dans le cadre d'un autre processus de production. La production n'est ainsi pas une création ex nihilo d'éléments nouveaux. Elle repose sur la capacité des facteurs de production à transformer des éléments existants en de nouveaux produits. Cette capacité de transformation correspond à ce que les économistes qualifient de technologie de production. Le processus de production est plus ou moins complexe selon les entreprises. Le plus souvent, nous donnons une représentation simplifiée du processus de production en le définissant comme une combinaison de deux catégories génériques de facteurs de production, à savoir le capital et le travail. Pour la plupart des firmes, le facteur de production capital correspond à des équipements de production ou capital physique, usines, machines-outils, chaînes d'assemblage, mais également à du capital financier, fonds propres, trésorerie, dette. Quant au facteur travail, il correspond à un nombre d'heures travaillées sur une période donnée, une année de production par exemple. Cependant, cette vision du facteur travail est trompeuse dans la mesure où ce dernier est très hétérogène. Il faut en effet distinguer le travail réalisé par les employés, le personnel d'encadrement et la direction. On ne peut en effet mettre sur le même plan au sein de la même entreprise l'heure de travail d'un employé avec celle d'un dirigeant. Quoi qu'il en soit, la représentation du processus de production peut être simplifiée comme une combinaison de ces deux facteurs de production génériques que sont le capital et le travail. D'une entreprise à l'autre, on observe que non seulement les dotations en facteurs de production divergent. Par exemple, une entreprise dispose de davantage de capital financier que sa concurrente, mais de surcroît, la combinaison de ces facteurs de production diffère. Le processus ne se réalise pas forcément sur un seul et même lieu physique, qui serait le site de l'entreprise. Il peut en effet être éclaté en plusieurs sites répartis sur des zones géographiques très éloignées. À ce stade de l'analyse, il convient de relever que la production ne débouche pas nécessairement sur un bien tangible, loin s'en faut. En effet, de plus en plus d'entreprises produisent des prestations de services. Des services d'organisation pour le compte d'autres firmes dans le cas des métiers du conseil, des services d'information dans le cas des métiers de la presse, etc. I3. L'analyse du processus de production. Le processus de production de l'entreprise est souvent analysé de façon simplifiée. Les ressources non transformées entrent dans l'entreprise, les inputs ou intrants, des biens ou des services en sortent, les outputs ou extrants. Dans cette représentation simplifiée du processus de production, l'entreprise est en quelque sorte réduite à une simple boîte noire. En effet, cette vision de l'entreprise néglige les dimensions organisationnelles de la production. Tout au plus insistons sur le fait qu'il y a bel et bien un processus technique à l'œuvre. La combinaison des différents facteurs de production, la mise en œuvre d'un procédé de production, l'apport de travail. Cependant, la mise en œuvre de la production renvoie à trois logiques différentes, logique technique, logique économique et logique sociale, que les dirigeants doivent articuler. La logique technique concerne le choix des procédés, l'analyse technologique, la question du choix du type d'équipement et en particulier l'analyse des différentes combinaisons possibles de capital et de travail. Ceci est le domaine des ingénieurs et techniciens. Il est possible de représenter les différentes combinaisons capital-travail permettant un même niveau de production. C'est la notion d'isoquant ou de courbe isoproduit, confère figure 2. Certaines combinaisons sont dites plus capitalistiques, quand elles requièrent une quantité plus importante de capital que d'autres combinaisons s'appuyant davantage sur le travail. Ainsi, le secteur d'activité de la confection de vêtements est l'un des plus intensifs en facteur travail, ce qui signifie que les technologies de production des entreprises de la confection reposent dans une large mesure sur le facteur travail. La logique économique met l'accent sur le fait que toutes les combinaisons techniques possibles ne sont pas pour autant économiquement rentables. Parmi les différentes combinaisons capital, travail,
il s'agit de sélectionner celle qui est la plus rentable, c'est-à-dire celle qui correspond au coût minimum. En effet, les facteurs de production utilisés par une entreprise, la combinaison capital-travail pour produire sont coûteux. Ainsi, les salaires versés augmentés des charges sociales représentent le coût du travail. Le capital productif, machines-outils, équipements productifs, est bien entendu coûteux. On remarquera qu'il existe un marché du travail et un marché du capital productif sur lesquels les prix de ces facteurs de production sont égaux CIE accent aigu S. Ainsi, à une production donnée correspond une combinaison optimale des facteurs de production, c'est-à-dire une combinaison de facteurs minimisant les coûts. On peut également définir le coût minimal en fonction d'un budget donné à la disposition de l'entreprise. Selon cette optique, il s'agit de minimiser le coût global des facteurs de production pour un budget donné. La logique économique correspond au coût minimum par rapport à une structure donnée du prix des facteurs. Elle se matérialise par le point de tangence entre la droite du budget point haut, que l'on peut consacrer à une production, et la courbe isoproduit qui lui correspond, confère figure 3. L'approche technico-économique, ainsi définie, doit être complétée par la prise en compte d'une dimension sociale concernant le statut du travail. La logique sociale met en avant le fait que le travail qui entre dans la combinaison productive n'est pas un facteur comme les autres. En effet, derrière le facteur de production travail se trouvent les hommes et les femmes de l'entreprise, c'est-à-dire le facteur humain dont il faut tenir compte pour rendre l'entreprise plus efficace. C'est ainsi qu'il faudra définir une organisation du travail précisant les tâches relatives à un poste de travail, la qualification requise, etc. Cette logique est souvent perçue comme antagonique, opposée, à la logique économique privilégiant la réduction des coûts et la création de richesses, profit. Or, les données actuelles de la compétitivité, innovation continue, recherche de qualité par un travail efficace, montrent qu'elles doivent être réconciliées dans le cadre du dépassement du taylorisme. Il est en effet tout aussi efficace d'investir dans le capital humain de l'entreprise que dans le capital physique. Équipement, machines-outils. 2. L'entreprise en tant que forme d'organisation sociale. L'entreprise en tant que forme d'organisation sociale repose sur l'idée forte selon laquelle la firme est une forme structurée qui fonctionne sur la base de principes hiérarchiques qui donnent naissance à des relations d'autorité, visibles notamment au travers d'un organigramme. Bien entendu, les relations qui se développent au sein d'une firme ne se limitent pas à l'autorité. Elles reposent également sur la connivence ou la rivalité, c'est-à-dire sur des relations informelles qui ne correspondent pas aux relations telles qu'elles sont formalisées par l'organigramme. L'entreprise organise, c'est-à-dire qu'elle s'efforce de combiner des moyens matériels, financiers et humains, de les agencer dans leur dimension spatiale et temporelle. Quelles sont alors les caractéristiques de l'entreprise en tant qu'organisation ? 2.1. L'entreprise est une organisation assez formalisée et durable. Elle est dotée d'un statut juridique. Celui-ci relève d'un certain nombre de domaines du droit, notamment le droit commercial, le droit du travail, le droit de la consommation et bien sûr, le droit civil. Ainsi, le choix d'un régime matrimonial peut rejaillir sur le statut de l'entreprise, notamment individuel. Elle est dotée d'une structure organisationnelle, c'est-à-dire qu'il existe au sein de l'entreprise une division du travail, organisation du travail selon une spécialisation de type métier ou fonctionnel, employés, ouvriers, commerciaux, comptables, etc., ainsi qu'une structure hiérarchique définissant des relations de subordination et un système de responsabilité. L'entreprise, par l'existence de transactions internes et par une régulation administrative, rôle de la hiérarchie, s'oppose alors au marché et à la régulation marchande, voire la théorie des coûts de transaction 2. Elle est supposée pérenne et son activité engendre des droits et des obligations, mais surtout, elle met en jeu des emplois. Cependant, la pérennité de l'entreprise est fondamentalement fonction de sa capacité à créer de la valeur, c'est-à-dire à faire des profits. D'ailleurs, la recherche du profit et la création de richesses sont les buts essentiels que les entreprises cherchent à atteindre. Afin de les atteindre, et en dépit d'un cadre réglementaire et juridique contraignant, elle dispose d'une marge d'autonomie importante dans les domaines relevant de la structure organisationnelle et des arbitrages économiques et financiers.
2. Un prolongement de l'approche en termes d'organisation, l'entreprise en tant que système. Tout d'abord, qu'entendons-nous par système ? Selon von Bertalanffy, 1973, un système est un ensemble d'unités en interrelation mutuelle. Cette définition met à la fois l'accent sur le tout, un ensemble, sur les composants, un ensemble d'unités et sur la nécessaire structure qui fonde le tout, en interrelation mutuelle. Si l'on se représente l'entreprise comme un système, il s'agit à l'évidence d'un système ouvert sur son environnement. Dès lors, il convient de définir ce qu'est un système ouvert. Un système ouvert est défini par son échange continuel de matière, par exemple de l'information, avec son environnement. Sous certaines conditions, les systèmes ouverts tendent vers un état indépendant du temps appelé état stable. Ces deux caractéristiques sont essentielles. La première insiste sur le fait qu'un système ouvert ne peut exister et se maintenir sans échange continuel avec son environnement. La seconde met l'accent sur la tendance à la dissolution par dilution croissante du système dans son environnement, principe d'entropie. Ainsi, pour que le système puisse demeurer stable, il faut qu'une force contraire à l'entropie que l'on peut qualifier de négantropie s'exerce. Cette dernière assure la permanence du système en tant qu'ensemble d'unités en interrelation mutuelle. Quoi qu'il en soit, les principales caractéristiques d'un système sont les suivantes. Les systèmes sont finalisés. Les caractéristiques comportementales d'un système sont liées à sa structure. Lorsqu'un système est composé de sous-systèmes, le comportement de l'ensemble et des parties dépend de la complexité relative de leurs structures respectives. La théorie des systèmes conduit moins à l'établissement de lois scientifiquement démontrées qu'à la mise en lumière de principes confortés par un grand nombre d'observations. La plupart des principes associés au système ouvert que nous allons exposer ci-après sont dus à Edgar Morin, 1977, 1980, 1986, auxquels on doit une réflexion épistémologique approfondie. Un principe d'émergence. Le tout est plus que la somme des parties. Le tout est moins que la somme des parties. Ces deux propositions qui caractérisent le principe d'émergence sont en apparence contradictoires. Elles expriment la différence de nature entre les parties, c'est-à-dire les composantes d'un système et le système lui-même. Un système, du fait des interrelations mutuelles entre ses éléments, sécrète des propriétés qui n'existent pas au niveau de chacune de ses parties. Dans le même temps, le tout est moins que la somme des parties puisque certaines des propriétés qui le caractérisent n'apparaissent pas au niveau global. 2. Principe de complexité relative. Plus un système est complexe, c'est-à-dire plus les relations internes qui le caractérisent sont nombreuses et diversifiées, plus ses propriétés dépendent de sa structure. Une très grande entreprise qui dispose d'un pouvoir de marché important est plus dépendante de sa structure organisationnelle que de l'environnement concurrentiel. 3. Principe d'entropie. Les systèmes ouverts tendent, sous certaines conditions, à se désagréger en se diluant dans l'environnement. 4. Principe d'antagonisme systémique. Toute totalité est fondée sur un certain degré de compétition entre les éléments et présuppose la lutte entre ses parties. Au-delà de son intérêt intrinsèque, l'approche systémique se révèle particulièrement féconde pour rendre compte de l'entreprise et des relations complexes que cette dernière noue avec son environnement. L'entreprise peut être définie comme une coalition coopérative viable aussi longtemps qu'elle procure suffisamment de satisfaction à ses membres pour qu'ils continuent à apporter leur contribution. Cette coalition apparaît fondée sur un ensemble de relations entre individus ou groupes d'individus qui font de l'entreprise un système. Cette coalition qu'est l'entreprise n'est pas dénuée d'objectifs. En effet, la firme peut être représentée comme un système dont le but est la création de richesses, profits, via la production de biens et services. La firme est ainsi un système dont la finalité est la création de richesses. Si, comme nous l'avons montré, l'entreprise est un système, qu'en est-il de sa structure ? Rappelons que la structure d'un système est l'ensemble des relations formelles ou fortuites, liant les parties entre elles et au tout. Dès lors, il est possible d'avancer que la structure hiérarchique est la structure clé de l'entreprise. La structure hiérarchique est ainsi l'ensemble des relations qui assurent la répartition des pouvoirs et des tâches. Pour l'illustrer,
nous pouvons nous appuyer sur l'analyse systémique de Stafford Beer 1972. Ce chercheur en management a proposé une application des plus pertinentes de la représentation systémique de l'entreprise. Il retient comme structure essentielle de l'organisation des procédures de circulation de l'information. Il convient de relever que cette analyse, réalisée il y a plus de 30 ans, a conservé toute sa pertinence aujourd'hui, au moment où les nouvelles technologies de l'information et de la communication se répandent massivement au sein des entreprises. L'analyse systémique de Beer repose sur 5 sous-systèmes articulés les uns aux autres par une structure de circulation de l'information assez complexe. Le sous-système I représente les unités opérationnelles, qui sont modélisées comme des cellules. Chacune d'entre elles est dotée d'une capacité de traitement autonome des informations pertinentes, leur permettant d'assurer efficacement sa fonction. Le sous-système de coordonne, traite et filtre l'information provenant d'un ensemble d'unités opérationnelles. Le sous-système 3 assure l'harmonisation du fonctionnement des ensembles d'unités opérationnelles. Pour ce faire, il recourt à 3 canaux de circulation de l'information. Un canal central où transite l'information qui monte des cellules opérationnelles, et celle qui descend de la direction. Un canal droit qui cherche à stimuler l'activité en contrôlant la productivité. Un canal gauche d'inhibition, qui a en charge la surveillance du climat social. Le sous-système 4 est le carrefour où se rencontrent l'information interne et l'information externe. Le sous-système V est constitué de la direction générale de l'entreprise. 3. Approche sociologique et culturelle de l'entreprise. 3.1. L'entreprise facteur de socialisation. Si l'objectif essentiel de l'entreprise est de créer de la richesse, c'est-à-dire faire du profit, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle joue un rôle social éminent. En effet, elle représente pour la plupart des individus un lieu de socialisation de première importance. Mais que faut-il entendre par socialisation ? Socialiser signifie apprendre à vivre en société par l'adoption de comportements liés à des règles, des valeurs partagées au sein d'une communauté particulière comme l'entreprise ou la famille. L'entreprise contribue à cette socialisation et ce de différentes manières. En premier lieu, dans l'entreprise se définissent et s'exercent des rôles sociaux. On se conforme à des statuts, par exemple celui de cadre. On y affirme une certaine identité, l'identité ouvrière, l'esprit du service public, etc. 3 qui peut être très forte dans certaines entreprises, SNCF, Michelin. Cependant, le recours de plus en plus fréquent à la sous-traitance afin d'externaliser des activités qui auparavant étaient réalisées au sein de l'entreprise, la multiplication des contrats de travail atypiques, travail intérimaire, temps partiel, contrat à durée déterminée, tendent à réduire le sentiment d'appartenance des salariés à l'entreprise. La précarisation croissante de l'emploi a pour conséquence de réduire l'identification du salarié à l'entreprise. Cette identification du salarié à l'entreprise, lorsqu'elle est forte, va bien entendu au-delà de la seule sphère du travail puisqu'elle rejaillit sur la vie quotidienne. En second lieu, les différences de classe sociale que l'on observe au sein de l'entreprise se prolongent après le travail, dans les loisirs, consommation, sorties, etc., les modes de vie et les pratiques culturelles qui divergent. Ce phénomène est d'autant plus fort que l'entreprise développe une culture qui lui est propre, c'est-à-dire un ensemble de valeurs et de normes, portant tant sur ses objectifs que sur son fonctionnement, qu'elle cherche à faire partager à ses salariés afin de mieux les intégrer. L'intégration et l'adhésion aux valeurs de l'entreprise sont perçues par les dirigeants comme un moyen d'améliorer la performance des salariés, c'est-à-dire d'augmenter leur contribution à la création de richesses. 3.2. Entreprise et salariés, des objectifs compatibles. Il serait cependant naïf de présenter le processus d'acculturation aux méthodes et aux valeurs de l'entreprise comme un parcours initiatique sans embûches. L'entreprise est également un lieu de tension, voire de conflit. Notre histoire industrielle est trop riche de luttes ouvrières, de conflits du travail parfois violents pour le nier. L'entreprise est aussi un lieu de conflit, de lutte sociale. Cette dimension, souvent oubliée ou niée, ne manque pas de surprendre quand les relations sociales se dégradent. Ainsi, si les salariés sont censés coopérer avec les dirigeants pour favoriser la réussite de l'entreprise,
Il n'en demeure pas moins que les conflits récurrents et parfois violents sont motivés par certaines thématiques. La répartition des richesses créées, que l'on peut analyser au travers du partage de la valeur ajoutée. L'organisation du travail, l'amélioration des conditions de travail et la reconnaissance des qualifications. La participation aux décisions stratégiques, investissement, modernisation, affectation des résultats financiers, choix des produits, etc. La préservation ou le développement de l'emploi. À l'heure actuelle, c'est bel et bien ce dernier motif qui déclenche le plus souvent les conflits du travail. La précarité grandissante de l'emploi y est pour beaucoup. Chapitre 2. Diversité et unicité de l'entreprise. 1. De la diversité des entreprises à l'unicité de l'entreprise. L'observation des économies modernes permet de déceler une grande variété d'organisations marchandes, qui sont toutes qualifiées d'entreprises. Il convient donc de s'interroger sur les facteurs communs qui permettent de regrouper en une catégorie unique ces unités hétérogènes. Au préalable, il faut prendre conscience de l'extraordinaire diversité des entreprises. I1. La diversité des entreprises. Les points de différence entre les entreprises sont en effet nombreux. Nous ne retiendrons que les plus importants, à savoir le statut juridique, la taille, la nature des activités, la variété des situations de concurrence, les marchés. 1. Le statut juridique. Les pouvoirs publics ont très tôt réglementé l'organisation et le fonctionnement des entreprises. Cette réglementation permet de distinguer les firmes selon leur forme juridique. Selon ce premier critère, on peut distinguer plusieurs catégories d'entreprises. Nous nous bornons à mentionner les principales. Les entreprises individuelles, elles se confondent avec les personnes physiques. Les sociétés, elles bénéficient de la personnalité morale. Notamment les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, essentiellement SA et SARL. Les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics. Cette dernière catégorie mérite que l'on s'y arrête un instant. Elle rassemble en effet des organisations relevant des pouvoirs publics, administrations, collectivités territoriales, universités, etc., et des entreprises publiques. Une réflexion superficielle nous conduirait à affirmer que cette catégorie correspond à des organisations qui ne poursuivent pas un but lucratif. Elles n'auraient pas pour objectif la création de richesses, le profit, mais au contraire la fourniture de services relevant de l'intérêt général. Or, s'il demeure tout à fait légitime de considérer que les administrations et les collectivités territoriales n'ont pas pour objectif la création de richesses mais la prestation d'un service public et la promotion de l'intérêt général, force est de constater que les entreprises publiques, de surcroît de moins en moins nombreuses, se comportent comme des entreprises privées, c'est-à-dire comme des organisations dont l'objectif premier est le profit. Cette évolution s'explique pour le cas français, essentiellement par la mise en concurrence des entreprises publiques avec des firmes le plus souvent privées. Le monopole accordé à une entreprise publique n'est plus perçu comme la meilleure solution permettant de garantir l'intérêt général. Une autre vision s'y est substituée promouvant la concurrence encadrée par une autorité administrative, chargée de veiller, d'une part au bon fonctionnement de la concurrence et de l'autre, de faire respecter aux entreprises privées ou publiques des cahiers des charges censés garantir la prestation d'un service public minimal. L'évolution du secteur de la téléphonie en France l'illustre parfaitement. L'entreprise publique France Télécom, le capital détenu par l'État est devenu minoritaire en 2004, a bel et bien pour objectif de faire des profits. L'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ayant pour mission de veiller au bon déroulement de la concurrence et de garantir la prestation d'un service public, service universel, en imposant aux entreprises du secteur qu'elles soient publiques ou privées, un strict cahier des charges, obligation de couverture du territoire y compris les zones peu rentables. Une évolution similaire s'esquisse dans le secteur de l'énergie, depuis son ouverture partielle à la concurrence. En effet, depuis le 1er juillet 2004, toutes les entreprises ont la possibilité de sélectionner l'opérateur d'énergie de leur choix. Le grand public devrait emboîter le pas aux professionnels dès 2007.
2. La diversité des dimensions. La diversité des dimensions est un second critère qui permet de distinguer les firmes les unes des autres. Notons au préalable que la mesure de la taille est sujette à difficulté. En effet, on peut mesurer la taille physique, production, influx, chiffre d'affaires, les effectifs, le niveau des profits, la valeur du capital, etc. dans ce domaine. 3. La nature des activités. La nature des activités des entreprises constitue un élément majeur pour les distinguer les unes des autres. La plupart des classifications en ce domaine reposent sur une dissociation, à des degrés différents de finesse, du produit intérieur brut, PIB, en différents secteurs d'activité. De manière grossière, il est possible de classer les entreprises selon leur appartenance à 3 secteurs fondamentaux. Le secteur primaire regroupe les activités liées à l'agriculture, à la pêche et à l'extraction des ressources naturelles. Le secteur secondaire correspond à l'industrie au sens large, c'est-à-dire à la transformation de produits de base en produits finis. Le secteur tertiaire regroupe les autres activités, c'est-à-dire essentiellement les services. Des classifications plus fines sont effectuées à l'intérieur de chaque secteur. Par exemple, dans le secteur industriel, on distingue le secteur des constructeurs automobiles, celui des sidérurgistes, celui des chimistes, etc. 4. La variété des situations de concurrence. 4. Les entreprises sont confrontées à des environnements concurrentiels très divers, caractérisés notamment par le nombre des firmes intervenant sur le marché et leur taille relative. La liberté stratégique des entreprises diffère considérablement selon les situations concurrentielles. En concurrence pure et parfaite, le pouvoir de la firme est nul. Cette situation concurrentielle correspond à une construction théorique permettant de décrire dans des conditions idéalisées selon des hypothèses précises, la manière dont le processus concurrentiel se déroule. Le niveau des profits est au contraire très important dans le cas du monopole. Remarquons que la situation de concurrence n'est pas figée, mais au contraire évolutive. Surtout, de nouvelles entreprises apparaissent et d'autres disparaissent. Le point essentiel qu'il convient de relever est que la concurrence ne se limite pas aux seules firmes implantées sur le marché. L'existence de candidats à l'entrée ainsi que l'apparition de nouveaux concurrents ne sont pas sans exercer d'influence sur l'intensité concurrentielle. 5. La diversité des marchés. La nature des marchés sur lesquels les firmes interviennent est un autre élément de distinction entre les entreprises. Une première classification porte sur le nombre des produits fabriqués par l'entreprise. On sépare ainsi les firmes monoproductrices des firmes multiproductrices. Dans cette optique de marché, l'internationalisation des activités économiques est de première importance et constitue la seconde classification relative à la diversité des marchés. Une entreprise peut se limiter au marché national, ou intervenir sur des marchés extérieurs soit en y exportant, soit en s'y implantant. Le dynamisme international des entreprises constitue une condition majeure de leur développement, mais de plus en plus de leur survie même. Cette ouverture internationale peut aboutir à la multinationalisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise, même si ses capitaux sont majoritairement originaires d'un seul pays, a réparti ses activités de production et de vente dans plusieurs pays. Les évolutions récentes du comportement des grandes firmes avec la recrudescence des délocalisations ne font qu'accentuer le phénomène. I2. Le concept d'entreprise. Cependant, malgré toute cette diversité, on constate que les entreprises présentent sur certains aspects essentiels des similitudes assez fortes pour que l'on puisse les regrouper au sein de la même catégorie. On remarque d'abord que toutes consistent en une réunion d'hommes et de moyens, matériels, immatériels et financiers, en vue de la production de biens et de services destinés à être vendus sur le marché. Toutes les entreprises sont des combinaisons de ressources productives, facteurs capital, facteurs travail, destinées à produire des biens et des services. Bien entendu, d'une entreprise à l'autre, on observe des divergences non seulement sur les quantités de ressources productives utilisées, sur la qualité de ces dernières, mais également sur les biens et services commercialisés. Une entreprise produit et vend, mais c'est aussi un centre de décision autonome. Ce dernier aspect permet de distinguer la firme de l'unité de production ou de l'établissement, qui ne sont que des éléments constitutifs d'une entreprise.
Un autre trait commun à toutes les entreprises est qu'elles ajoutent de la valeur aux facteurs de production qu'elles acquièrent, afin d'atteindre l'objectif fondamental de toute firme, la création de richesse. Ce processus de création de valeur peut être modélisé au moyen de la chaîne de valeur Porter, 1986. Une entreprise doit créer de la valeur pour survivre. La création de valeur repose sur l'existence dans les entreprises de deux grands groupes d'activités, les activités principales et les activités de soutien. Ces deux grands groupes d'activités vont être articulés de la manière la plus efficace possible pour produire des biens et des services afin de créer de la richesse. Les activités principales constituent les étapes successives des processus de transformation de l'entreprise. Logistique entrante. Il s'agit des activités associées à la réception, au stockage et à l'affectation des moyens de production nécessaires aux produits, tels que la manutention, l'entreposage, le contrôle des stocks, la programmation des transports et les renvois aux fournisseurs. Production. Ce sont les opérations associées à la transformation des moyens de production en produits finis, comme le fonctionnement des machines, l'emballage, l'assemblage, l'entretien des équipements, la vérification, l'impression et les opérations relatives aux installations. Logistique sortante. Il s'agit d'activités associées à la collecte, au stockage et à la distribution physique des produits aux clients, comme l'entreposage des produits finis, la manutention, le fonctionnement des véhicules de livraison, le traitement des commandes et la fixation des calendriers. Marketing et commercialisation. Ce sont les activités associées à la fourniture des moyens par lesquels les clients peuvent acheter le produit et sont incités à le faire, comme la publicité, la promotion, la force de vente, la sélection des circuits de distribution, les relations avec les distributeurs et la fixation des prix. Services après-vente et maintenance. Ce sont les activités associées à la fourniture de services ayant pour objet d'accroître ou de maintenir la valeur du produit, comme l'installation, la réparation, la formation, la fourniture de pièces de rechange et l'adaptation du produit. Les activités principales s'étendent de l'achat des facteurs aux services après-vente. Ces activités sont souvent parfaitement localisées dans l'entreprise. Les activités de soutien ou de support ont un double rôle. Elles contribuent en premier lieu à faciliter le bon déroulement des opérations précédentes. Mais elles permettent aussi à l'entreprise de se développer et de s'adapter aux fluctuations de son environnement. Les activités de soutien présentent ainsi un aspect dual. Elles consistent d'une part à mettre un ensemble de moyens humains, administratifs, financiers et matériels à la disposition des activités principales. Mais elles ont aussi pour rôle d'élaborer et d'appliquer les règles qui régissent les principes d'affectation des ressources dont dispose la firme. Elles concernent de ce fait l'entreprise dans sa totalité, et non pas de localisation à un niveau précis du processus linéaire de production et de vente. Elles ne sont pas localisées à une étape précise du processus de création de valeur. Les activités de soutien prennent une importance accrue au sein des entreprises, au fur et à mesure que leurs modalités de fonctionnement deviennent de plus en plus complexes. Le modèle de la chaîne de valeur identifie 4 activités de soutien, dont nous donnons ici un rapide descriptif. Infrastructure. L'infrastructure de la firme se compose d'un certain nombre d'activités qui comprennent la direction générale, la planification, la finance, la comptabilité, le juridique, les relations extérieures et la gestion de la qualité. Gestion des ressources humaines. Ce sont les activités qui impliquent le recrutement, l'embauche, la formation, le développement personnel et la rémunération de toutes les catégories de personnel. La GRH appuie à la fois les activités principales et les activités de soutien. Développement de la technologie. Remarquons que toutes les activités créatrices de valeur incorporent une technologie, qu'il s'agisse d'un savoir-faire, de procédures ou de technologie dans des équipements de traitement ou de transformation. Approvisionnement. Les approvisionnements se rapportent à la fonction d'achat des moyens de production utilisés dans la chaîne de valeur de la firme. Les approvisionnements recouvrent les matières premières, les fournitures, équipements mais aussi la main-d'œuvre temporaire ou l'achat d'une prestation de conseil. En ce sens, les approvisionnements tendent à être diffus dans toute la firme. 2. La structure des processus de gestion. Les activités de gestion sont variées.
Elles vont de l'organisation de tâches élémentaires, la facturation ou le stockage, à la définition des grands axes de développement de la firme. Elles ont cependant en commun d'être relatives au fonctionnement de l'entreprise. Les processus de décision portant sur les activités de gestion se déroulent selon une séquence identique d'étapes. La séquence des étapes est conçue pour faire en sorte de faciliter le bon déroulement du processus de gestion grâce à une prise de décision performante. 2.1. La séquence des étapes. La séquence afférente au processus de gestion est organisée selon le schéma suivant. Le premier niveau est celui de l'objectif ou des objectifs poursuivis. Il est évident qu'il ne peut pas y avoir gouvernement de tout ou partie de l'organisation s'il n'y a pas de but, explicite ou implicite, que l'on désire atteindre. Objectif émergent ou imposé par la hiérarchie, à échéance lointaine ou proche. Tout processus de décision, quel qu'il soit, repose sur des objectifs précis et réalistes. La collecte et le traitement des informations constituent une étape qui revêt une importance accrue dans les processus de gestion. Les informations sont à la fois internes et externes. Le phénomène de complexification croissante du fonctionnement de l'entreprise et de l'environnement rend nécessaire la recherche d'informations. Cette étape permet à l'entreprise de réduire l'incertitude. Pour la firme, l'incertitude est en quelque sorte un brouillard qui empêche de percevoir correctement le réel, que celui-ci soit interne, comportement des salariés, connivence, relations informelles ou externes, attentes des clients, comportement des concurrents, etc. Le recueil d'informations peut donner lieu à des démarches très élaborées comme la construction de scénarios prospectifs. Ces derniers sont conçus comme un moyen d'explorer le futur, pour faciliter les décisions s'inscrivant dans un horizon temporel long. La prise de décision constitue le troisième stade du processus. Le problème est de déterminer, sur la base des informations disponibles, comment atteindre les objectifs fixés, ou pour le moins s'en rapprocher. Pour des problèmes nouveaux, la décision est l'aboutissement d'une démarche originale. Si la question rencontrée est de type répétitif, il peut s'avérer efficace d'utiliser des méthodes de prise de décision automatisées. Une fois la décision prise, il faut la mettre en œuvre, c'est-à-dire passer à l'action. 2 remarques doivent être faites. Puisque les décisions sont imparfaites, leur mise en œuvre peut se heurter à des difficultés non prévues, voire s'avérer impossible. Il n'y a pas toujours adéquation entre ce que les personnes chargées de mettre en œuvre une décision doivent faire et ce qu'elles font réellement, étant donné leur capacité cognitive limitée, incompétence, et dans certains cas à cause de leur malveillance, ce qui nous permet de souligner l'importance considérable de la dimension humaine de l'entreprise sur la prise et l'exécution des décisions. La dernière étape du processus de gestion est celle de l'évaluation. Elle consiste à comparer les objectifs poursuivis et les résultats effectivement obtenus et à essayer d'expliquer les écarts. D'où le rôle du contrôle de gestion. Le constat de l'existence d'écarts entre attente et réalisation conduit souvent à reconsidérer les étapes précédentes du processus de gestion. Il y a donc une rétroaction. En effet, les objectifs que l'entreprise s'est initialement donnés peuvent être réévalués à la lumière des résultats obtenus. Ainsi, si les résultats obtenus ont largement dépassé les objectifs, il conviendrait sans doute de réévaluer les objectifs, ceux-ci pouvant légitimement être considérés comme trop peu ambitieux. À l'inverse, des résultats très inférieurs aux objectifs initiaux conduiront à les remettre en question. N'était-il pas hors de portée de l'entreprise étant donné ses moyens et ses compétences ? Cependant, l'échec que révèlent des résultats inférieurs aux attentes peut être imputé à des dysfonctionnements des autres étapes de la séquence. L'étape information a peut-être été défaillante et ainsi induit en erreur l'entreprise. L'étape action a failli étant donné l'ambiguïté des directives donnant lieu à des interprétations divergentes de ce qu'il fallait faire. Bref, l'échec est un signal d'alarme qui doit alerter l'entreprise sur ses insuffisances. 2.2. La classification des processus. Il est fréquent de ne retenir que 3 niveaux principaux, qualifiés de stratégique, tactique et opérationnel. Stratégie ou planification. Tactique ou pilotage. Opération ou régulation.
Le principe de l'articulation des processus est donc d'aller du plus général, planification, au plus particulier, régulation. On définit par exemple les axes du développement de l'entreprise, avant de déterminer les moyens à mettre en œuvre, puis d'organiser dans le détail les activités de production et de commercialisation nécessaires. À chaque niveau, sont donc établis des plans qui précisent les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour y parvenir. Cet enchaînement met en évidence un phénomène essentiel. Il est fréquent que ce qui constitue le stade de décision ou action d'un processus se retrouve à l'étape objectif d'un processus situé à un niveau inférieur. Il importe de souligner l'existence d'une relation entre le niveau des processus de gestion, leur fréquence et la situation hiérarchique des décideurs. On observe en effet que les décisions qui relèvent de la planification, et qui en conséquence sont les plus importantes pour la firme, sont peu fréquentes et prises au plus haut niveau de la hiérarchie. En revanche, les décisions relevant de la régulation, c'est-à-dire les décisions opérationnelles, sont prises beaucoup plus fréquemment au niveau hiérarchique les plus subalternes. 2.3. Processus de gestion et organisation de l'entreprise. La rationalité limitée 5, qui caractérise les comportements humains, implique que le décideur au sommet de l'entreprise confie un certain nombre de responsabilités à des subordonnés. Les modalités de cette délégation définissent la structure interne des entreprises. On remarquera que toute structure hiérarchique est fondée sur un principe de délégation. Il est impossible d'envisager les liens de subordination qui définissent la hiérarchie, sans le principe de délégation par lequel un supérieur délègue une tâche à un subordonné. C'est ce que nous montrerons au chapitre suivant. 3. Le FFICACITE des formes structurelles. Les structures définissent le cadre par lequel la firme peut fonctionner et en particulier, où se déroulent les processus de gestion. Les structures exercent une influence importante sur les performances de l'entreprise. La question de leur efficacité est alors posée. Il est possible de distinguer dans l'entreprise deux sous-systèmes principaux, le sous-système logistique et le sous-système de gestion, Ansoff et Brandenburg, 1971. Le sous-système logistique regroupe l'ensemble des activités liées à la transformation des ressources de l'entreprise en produits qui seront vendus. Il s'étend de la recherche-développement au service après-vente. Le sous-système de gestion est constitué de l'ensemble des processus de gouvernement et de contrôle de l'entreprise. 4 critères permettent d'apprécier les différents aspects de l'efficacité d'une structure. L'efficacité en état stable correspond au cas où la nature et le niveau des activités de l'entreprise restent constants. L'entreprise doit être capable de produire au coût le plus faible. Les décisions à prendre sont peu nombreuses et répétitives. Le sous-système de gestion peut être peu important. La souplesse opérationnelle est l'aptitude de l'entreprise à modifier rapidement et au moindre coût ses niveaux de production. Le système logistique, ainsi qu'une partie du système de gestion, doivent être décentralisés pour raccourcir les délais de réaction. Il faut être aussi à même de collecter et de traiter l'information, afin de déceler les fluctuations de la demande et si possible de les anticiper. La souplesse stratégique réside dans la capacité à effectuer des changements dans la gamme de produits. Il faut pour cela procéder à une analyse systématique de l'environnement, dont la veille technologique est l'un des aspects. Il faut aussi que la firme puisse initier l'évolution, et donc disposer de ressources suffisantes en R&D et en marketing stratégique. La souplesse structurelle se manifeste par la capacité de l'entreprise à modifier sa propre organisation interne. Elle suppose une grande flexibilité des hommes et des équipements. 2 conditions supplémentaires doivent être vérifiées pour que la structure soit réellement efficace. La première est la faisabilité économique. Il faut que les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires soient disponibles quantitativement et qualitativement. La seconde est la faisabilité humaine. Il faut qu'il y ait adéquation entre les ressources humaines existantes et les exigences de la structure. Il faut que les hommes acceptent les tâches et rôles qui leur sont confiés. La structure doit donc être conçue en tenant compte de la dimension humaine, et un système d'incitation adapté doit permettre d'améliorer la concordance.
Le manque de compétences humaines constitue souvent un frein au changement. Chapitre 3. Les structures organisationnelles. 1. La notion de structure organisationnelle et ses composantes. I1. Définition et rôle de la structure. D'une façon générale, une structure est la manière dont sont agencées et articulées les différentes composantes d'un tout. Dans le cas de l'entreprise, la structure définit les modalités d'organisation générale, de coordination et de contrôle des activités de l'entreprise et les dispositifs destinés à orienter le comportement de ses membres. La structure organisationnelle identifie d'une part des liens de subordination entre les employés à travers une structure hiérarchique, d'autre part spécifie les missions et les tâches à effectuer au sein de l'entreprise, le plus souvent sous la forme de départements ou de divisions spécialisées. L'organigramme de l'entreprise constitue une première approche de sa structure organisationnelle puisqu'il indique, de façon schématique, le mode de structuration, l'importance accordée aux différents services, la place et le rôle de chaque entité, le type de relation de subordination ainsi que le nombre de niveaux hiérarchiques. Toutefois, l'organigramme ne peut donner toute la mesure de la réalité organisationnelle car parallèlement à la structure formelle, il existe un ensemble de relations informelles reposant sur des rapports de pouvoir ou d'influence. Ces relations informelles ne sont bien entendu pas représentées par l'organigramme. I2. Les paramètres clés de la structure organisationnelle, spécialisation, coordination et formalisation. Comme indiqué ci-dessus, une structure organisationnelle d'entreprise est un agencement particulier de services ou d'organes de fonctionnement. Elle repose sur un certain nombre de principes tels que la spécialisation des unités, un degré plus ou moins élevé de formalisation des structures et des procédures ainsi que l'existence d'un mode de coordination des activités. 1. 3 catégories d'organes. On distingue habituellement les 3 catégories d'organes suivantes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.